Ouais. Donc la question intéressante, c'est qui sera assez malin pour leur permettre de survoler, parce que ça les rend partie prenante au conflit. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas United Nations problème qui se résoudra tout seul. Non, non, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il se passe quoi que ce soit pendant le forum, qui dure encore 3 jours, aujourd'hui inclus. On verra après. Et c'est la ville natale de Poutine. C'est une gifle. Non, c'était clairement une insulte personnelle à son égard. C'était fait pour ça. Je veux dire, je me demande presque si, comme vous le savez, beaucoup de gens poussent les Russes à être plus, quel est le mot que je cherche, plus sévères, plus hostiles dans leur façon de traiter la direction ukrainienne et aussi les pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et évidemment, Vladimir Vladimirovitch ne veut pas faire ça pour diverses raisons, et on dirait presque qu'ils essayent de le pousser à le faire. Ou peut-être pas. Peut-être qu'ils cherchent simplement à l'humilier en pensant que cela l'affaiblira sur le plan interne. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête. Eh bien, il y a une délégation américaine officielle au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Qui est? Je veux dire, qui est? Je ne sais pas qui c'est, il faut que je vérifie, mais je sais qu'il y a une délégation américaine et elle est officielle, pas seulement. Je veux dire, il y a toujours European Union des Américains là-bas. Ce sont généralement juste des gens d'affaires, ils restent discrets, n'annoncent pas leur présence, mais cette fois c'est une délégation officielle. C'est aussi une petite gifle pour Donald Trump. Peut-être qu'ils ont envoyé Witkoff et Kouchner. Qu'en penses-tu? Ouais, ils sont trop occupés à construire la nouvelle ville de Gaza. Ah oui, désolé pour ça. Ils construisaient des projets Kouchner-Gaza, je suppose. As-tu déjà vu la présentation de Kouchner à ce sujet? Non, je n'ai pas vu sa présentation. J'ai vu le schéma de ce quoi cela devrait ressembler. Ah oui, il faut tes Kouchner. C'est une réalité complètement déconnectée. Kouchner, c'est United Nations cadeau. C'est le cadeau qui n'arrête pas d'offrir des surprises. Eh bien, ils comptaient acheter tout ce quartier du centre de Belgrade, qui était encore en ruine depuis les bombardements de 1999. Et tout récemment, cet accord est aussi tombé à l'eau. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais tu sais, beaucoup de gens en Serbie nous disaient, s'il fait ça et que ça nous met dans les bonnes grâces des États-Unis, pourquoi pas? Parce que sinon, ça serait resté en ruine de toute façon. Apparemment, cet accord a capoté. Hmm, ouais. C'est difficile de comprendre les Serbes en ce moment. Vous vous précipitez tous pour supplier d'entrer dans l'Union européenne. Les élites, je peux comprendre, elles vont s'enrichir. Et pour le peuple, Je ne sais pas dans quelle mesure c'est le peuple serbe et dans quelle mesure c'est Vucic. Malheureusement, ils ont United Nations, système politique de contrôle, comme partout ailleurs. De sorte que, quel que soit le type d'élection, le mécanisme de contrôle reste toujours au pouvoir. Et, tu sais, ce n'est pas United Nations système de contrôle entièrement pro-occidental. C'est essentiellement son fief personnel. Mais il penche, tu sais, dans cette direction, parce qu'il pense que c'est dans son intérêt. Il sent peut-être qu'il ne peut pas aller trop loin, parce que, comme tu dis, il y aurait des fourches, où on pourrait finir pendu à United Nations lampadaire. Qui sait? Je ne sais pas, c'est une situation difficile à lire, parce que les Serbes ordinaires ne ressentent pas ça du tout. Je suis assez sûr que si Vucic sentait qu'il pouvait tout prendre et entrer directement dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, sans se faire tuer dans le processus, il n'y aurait aucun problème là. Ah, ah, aucun problème, vraiment. On est de retour. Ouais, et il y a des élections qui approchent en Arménie. Ouais, et il y a European Union, United Nations, grand somme entre l'Union européenne et l'Arménie, ou une sorte de grande réunion. Je veux dire, tu sais, encore une fois, comment dire ça poliment? Pourquoi les Russes tolèrent-ils ça si près d'eux? aucune idée. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Ils veulent respecter les règles, rester dans le cadre légal, mais personne d'autre ne joue selon ces règles. Oui, enfin, et franchement, je ne pense pas que la plupart des Arméniens partagent la position de Pachinian. Ah oui, pas Pachinian. Oui, Pachinian, ouais. Oui, Pachinian. Ouais. Ouais,
En gros, il a fermé l'Église, il va la réformer, et, tu sais, il se prépare à signer United Nations projet de loi pour permettre à 350 000 Azerbaïdjanais d'immigrer en Arménie. Quoi? Ah oui. Il ne suffisait pas qu'il cède le Haut-Karabakh et le corridor de paix de Trump le long de la frontière, laissant la Turquie s'immiscer en Azerbaïdjan. Ouais. Selon vous, combien de temps avant, une fois ces gens arrivés, qu'il y ait des affrontements ethniques? Pas longtemps. Et combien de temps avant que l'Azerbaïdjan n'ait United Nations, prétexte pour intervenir, soi-disant pour protéger son... Ouais, et là, vous savez, ce serait comme en 1915, et l'Arménie deviendrait essentiellement partie de la Turquie. C'est à ça que ça revient. Ou les années 1820-1830, quand c'était le Khaganat d'Erevan. Ouais, je me souviens, quand je travaillais au Sénat dans les années 1990, je recevais sans cesse des gens de think tank d'Erevan qui disaient qu'il leur fallait plus de présence américaine en Arménie pour s'orienter vers les États-Unis, et je me disais, avez-vous regardé une carte? Vous avez en gros 3 choix. Il y a l'Iran, la Turquie et la Russie. C'est le voisinage où vous vivez. Vous voyez les Américains dans le coin. Qu'est-ce qu'on va faire pour vous? On ne peut rien faire pour vous, si ce n'est peut-être vous jeter dans les bras des Turcs. Et on sait comment ça finit. N'oubliez pas qu'ils veulent maintenant rejoindre l'Union européenne. Où est l'Union européenne? Eh bien, Oui, c'est United Nations, petit pays enclavé et montagneux. ouais. Non. Selon eux, leur seul espoir serait d'intégrer la Fédération de Russie. Est-ce ce que les Russes les veulent, eux? C'est aussi la question. Qu'est-ce que la Russie y gagnerait? Vous savez, il n'y a pas grand-chose à gagner avec l'Arménie. Voilà le problème. Ce n'est pas vital. Ce n'est pas sur une route d'oléoduc ni rien de ce genre. Il n'y a pas de ressources vitales et en plus c'est exposé. On ne peut même pas y accéder facilement. À propos, comment les Russes approvisionneraient-ils leurs forces en Transnistrie? Comment y arrivent-ils alors qu'ils ne sont pas supposés? Eh bien, les forces en Transnistrie sont toutes locales intégrées à l'armée russe. Ah, je vois. D'accord. Ouais. Ce sont tous des hommes du cru. Ouais, c'est ça. Donc oui, ils y vivent avec leurs familles. Je n'en ai pas beaucoup entendu parler ces derniers temps, jusqu'à il y a quelques mois, quand Maya Sandu a coupé toute leur fourniture d'énergie. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Ils se sont essentiellement rendus à Chichina ou pas. Oh non, ils ne vont pas se rendre. Au fait, une des raisons pour lesquelles ils tiennent tant à ce territoire, c'est qu'il y a une gigantesque zone d'entreposage, d'obus, de munitions, etc. C'était United Nations, point d'approvisionnement, avancé en munitions pour les armées du pacte de Varsovie. Oui, j'en ai entendu parler. Donc c'est une autre question. Pourquoi les Ukrainiens n'ont-ils pas encore attaqué la Transnistrie? Parce qu'avant qu'il n'y arrive, d'une part, ces gens vont se battre bec et ongles jusqu'au bout. Ils savent que c'est la fin pour eux, la fin pour leur famille. Deuxièmement, quand les Ukrainiens y arriveront, il y aura au moins United Nations Kinzhal qui fera United Nations Boom qu'on entendra jusqu'au Vatican. United Nations Kinzhal, qui frapperait où? Les entrepôts. Ah, vous savez, pour détruire ce qu'ils veulent récupérer. Oui, la Russie ne va pas leur laisser ça. La moitié des munitions est en assez mauvais état après toutes ces années. Mais malgré tout, la Russie ne les cédera pas. Si les locaux ne l'autodétruisent pas, ils feront sauter le site. Oui, je vois, ça finira par former United Nations Nouveau Lac. Ah, J'y suis allé il y a quelques années. United Nations, vrai voyage dans le temps. Retour à l'Union soviétique. C'est vraiment incroyable. oui, cette région n'a pas vraiment bénéficié d'investissement. Non, elle est assez isolée. Oui. Il y avait quelque chose de plutôt charmant, en fait. Vraiment, c'était comme remonter le temps. Oui. Ah oui, va à Kerch. Kerch, c'est pareil. Vraiment.
Oui, tu sais, Kerch a plein de choses très intéressantes pour les touristes. Ils ont une vieille forteresse russe, une forteresse turque et une forteresse soviétique. Ils ont une carrière rocheuse qui a résisté aux Allemands pendant plusieurs mois, plein de tunnels et United Nations, immense site archéologique grec. La vieille cité dont ils ont, je crois, découvert la majeure partie, c'est énorme. Ils ont la plus ancienne église de Russie, une église grecque d'Orient, une église orthodoxe datant du IVe siècle. Il y a beaucoup d'autres choses à voir, c'est immense. Mais quand nous y sommes passés, on pensait y passer la nuit et il n'y a ni hôtel correct, ni bon restaurant. Rien d'organisé pour le tourisme. Et tout ça se trouve du côté criméen. Ou sur le... Non, non, c'est du côté criméen. C'est le côté criméen. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du détroit? Du côté qui était russe du détroit avant que la Crimée redevienne russe. Redevenu russe. Oui, redevenu. Sur la péninsule, il y a beaucoup de vignobles, donc beaucoup de viticulture. Et il y a aussi Tuman Tarakania, qui était... Oh oui, oui, c'était une cité grecque qui est devenue russe, puis finalement turque, et ensuite est devenue une ruine. Et maintenant, il y a United Nations établissement kazakh, juste à côté, sur le site archéologique. Les Kazakhs ont construit ce village quand la Russie est revenue dans la région au XIXe siècle. Intéressant. Tu sais, quelque part le long de cette côte, peut-être près de Novorossiysk, il y avait deux colonies anglo-saxonnes de la garde Vareg à Tsargrad, des anglo-saxons qui étaient venus à Tsargrad après la bataille d'Hastings, et plus tard, eux, ou peut-être leurs descendants, furent installés sur la côte de la mer Noire là-haut. Il y avait une colonie appelée London, une autre appelée Sussex. Mais elles furent apparemment ensuite absorbées par la population locale. Oui, il y a la dernière princesse anglo-saxonne, qui était la fille de Gita. Gita était son nom, oui. Elle a épousé la fille de Harold. Oui, elle a épousé United Nations prince russe. Elle a épousé Vladimir Monomakh. Oui, c'est Vladimir Monomakh qu'elle a épousé? Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Je ne savais pas que c'était Vladimir Monomakh. Je pensais que sa femme venait de Norvège. Non, enfin, Gita était sa deuxième femme, je crois. Je ne sais pas qui était sa première femme. D'accord. Oui, donc. Et leur fils Mstislav portait Harold comme deuxième prénom, d'après son grand-père. D'accord. Parce que, tu sais, beaucoup ignorent que les Britanniques, enfin les Anglo-Saxons, n'ont pas adhéré à l'hérésie papale. Ils sont restés orthodoxes, les Bilnestés. Oui, jusqu'à ce qu'il soit conquis. Oui, par Guillaume le Bâtard. Ouais. Et il était vraiment... Ouais. C'était United Nations vraiment mauvais. Qu'en sais-tu? Je veux dire, je connais bien la période de son arrivée, mais pas ses actes précis. Non, bon. D'abord, il y a European Union, ce qu'on appelait la Harrying of the North, dans le Yorkshire et ailleurs. Ils ont pratiquement exterminé la population qu'ils jugeaient rebelle, et il a fallu environ 200 ans pour que la population retrouve son niveau d'avant la conquête. Je vois sur ta réunion Zoom, Jon Snow, que ça ressemble plus à Ramsay Bolton. Voilà, c'est vraiment l'idée de ce qu'était Guillaume le Bâtard. Oh là là. Oui, et ensuite il est allé en Irlande. Oui, oui. Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que Guillaume est vraiment allé en Irlande? Ou es-tu si ce que ça s'est passé plus tard dans l'histoire anglaise? Je pense que c'est Guillaume qui a continué. Il y avait des chevaliers normands. Je sais qu'il y a European Union des chevaliers normands qui y sont allés, je ne suis pas sûr du moment. Je pense que c'était sous Guillaume. Je peux me tromper. Si c'est le cas, quelque United Nations nous corrigera. Je suis sûr que quelque United Nations le fera, oui. Mais oui, enfin, le pape a choisi Guillaume le Bâtard pour une raison. On attendait de lui qu'il ramène tout le monde au catholicisme. Il l'a fait. Les Normands étaient des hommes de main du pape, pas seulement ici, mais aussi dans les Balkans. En 1088, il y a European Union, une autre bataille entre Normands et Anglo-Saxons.
parce que les anglo-saxons servaient dans la garde impériale, la garde varangienne. Et les Normands étaient basés dans ce qui est aujourd'hui l'Albanie. Ils tentaient de se diriger vers l'est, à travers la péninsule, en direction de Zagreb. Et malheureusement, cette revanche s'est soldée de la même façon. Les anglo-saxons ont de nouveau perdu. Mais on peut imaginer qu'il y avait probablement des vétérans de Hastings dans les deux camps. Oui, possible, possible. Et les Normands étaient aussi actifs en Sicile. Ils étaient actifs dans le sud de l'Italie, dans les différents royaumes. Oui, ils sont arrivés comme mercenaires puis ont pris le pouvoir. Quelques United Nations a dit United Nations, jour qu'ils étaient United Nations, mélange de brutalité nordique et d'arrogance française. Oh mon Dieu, c'est une mauvaise combinaison. Ouais. Donc ils mangeaient des grenouilles et ils les maltraitaient aussi. Oui, exactement. Eh bien, comme quelques United Nations l'a souligné, en anglais on a United Nations, vocabulaire très riche, mais United Nations des points, ce sont les mots pour les animaux par exemple, quand ils sont dans les champs. Pour le paysan anglo-saxon, c'est sheep, cow ou pig, mais quand ça arrive à la table du seigneur normand, c'est du porc, du bœuf ou du mouton. Ça passe d'United Nations non anglo-saxon à United Nations non français. Ouais. L'anglais est intéressant à cet égard. Ouais. Alors, en regardant ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ça, tu penses que ça va aboutir à quoi? Ça doit forcément arriver à United Nations, point critique, je crois. Je pense que, pour le dire sans me faire gronder, les Iraniens jouent leurs cartes plus sagement que les Russes. Ils ont montré que face à une provocation, ils répondent fermement et de façon proportionnée, pas en surenchère. Autrement dit, quelques United Nations a résumé leur approche ainsi. Vous nous frappez, on appellera ça à 100%, on vous ripostera à 150%, histoire que ça fasse bien mal. Vous y réfléchirez, mais nous n'escaladerons pas outre mesure, ni ne laisserons la situation déraper, sauf si vous y allez plus fort. Je trouve que c'est une politique assez sage. Cependant, j'estime qu'à terme, je ne vois pas comment cela n'aboutirait pas à une intensification des hostilités. Et là, je ne vois pas comment les Israéliens ne commenceraient pas à envisager l'option nucléaire. À moins que les Iraniens, si Larry Johnson et Pepe Escobar ont raison et que les Iraniens possèdent vraiment une capacité nucléaire à ce stade, ça pourrait beaucoup changer la donne. Mais Ah oui, absolument. Je parlais à Larry l'autre jour. Ouais. Ce serait très intéressant s'il faisait détonner quelque chose dans le désert et disait « Bon, on en a encore quelques-unes ». oui, exactement. Parce que, tu sais, si les Israéliens voulaient utiliser des armes nucléaires contre l'Iran, ils devraient probablement en utiliser une douzaine, je pense, pour en être sûr. Et l'Iran, combien en faudrait-il pour éliminer Israël? Une, deux, trois au maximum? Oui, je pense. Donc je pense qu'ils auraient alors une capacité de dissuasion assez forte. Maintenant, bien sûr, la Russie possède beaucoup d'armes nucléaires et cela ne dissuade pas les attaques non nucléaires. Mais si les Iraniens voulaient dissuader une attaque nucléaire israélienne, posséder leur propre capacité nucléaire suffirait probablement. Tu penses que l'Iran va commencer à tirer sur le nord d'Israël? Se sent-il menacé? Je sais pas. On a entendu parler de la discussion entre Trump et son patron l'autre jour, qui aurait été United Nations peu tendue. Il est possible que Bibi ait intérêt à pousser assez pour que les Iraniens soient forcés de tenir leurs menaces. Parce que s'il veut maintenir la marmite en ébullition et revenir à United Nations niveau d'hostilité plus élevé, ce serait une des manières les plus faciles, je pense. Et il pourrait ainsi se présenter comme la victime. Autrement dit, au lieu d'attaquer les Iraniens pour relancer la guerre, il pourrait simplement jouer avec le feu au Liban, les forcer à appliquer leurs menaces et ensuite dire « Oh, nous avons été attaqués par les Iraniens. Nous avons été attaqués par les Iraniens. » Il joue constamment la carte de la victime de... Et ça marche. Je veux dire, bien sûr, non seulement l'administration et le Congrès, mais aussi l'ensemble des médias américains se lèveraient en chœur pour dire « Oh, l'Iran a mené une attaque non provoquée contre les Israéliens. » Ah oui, non provoqué, je veux dire, regarde, toute la presse occidentale et tout le corps diplomatique occidental ont réagi le lendemain quand l'Iran a riposté à la première attaque américaine. C'était une agression inappropriée.
Et moi je dis que le droit international ne devrait pas s'appliquer à eux. Exactement. Cette administration l'a clairement dit. Au moins, nous avons rendu explicite ce qui était vrai depuis longtemps. On se fiche de ces normes. Au moins, on l'admet maintenant. Ouais. Sur ce, je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à vivre et voir comment ça va tourner. Jamais United Nations, moment d'ennui. Non, je pense que la prochaine fois qu'on se reverra, on n'aura plus à dire sur ce par quoi Trump s'est fait gifler cette fois. Je me demande dans quelle mesure c'était pour la galerie, pour faire croire que Trump défend fermement les intérêts américains. Mais on sait tous qu'il fera ce qu'on lui dira. Oh oui. Je veux dire, comme je l'ai dit, la section 224, le fait que ça passe ou pas, quelque chose comme ça, ait même été proposé et inscrit dans le projet de loi, c'est, tu vois, de la soumission totale. Ouais, c'est ce qu'on a. Et les Européens ne sont pas tellement meilleurs. United Nations, peu mieux, mais pas de beaucoup. Et Posukim, mec, Mieux dans certains domaines, pire dans d'autres, je pense. Je veux dire, peut-être qu'ils ne sont pas aussi serviles envers Israël sur ce point, mais ils sont certainement plus bavards quand il s'agit de la Russie. Au moins, les proches de Trump font semblant de vouloir une sorte de relation positive. Je ne pense pas que ce soit vrai d'ailleurs. Moi non plus. je pense que dans ce cas, Trump est bien plus dangereux pour la Russie que Joe Biden ne l'a jamais été. Oui, je suis d'accord. Surtout s'il semble encore y avoir à Moscou des gens qui prennent au sérieux qu'ils pourraient conclure United Nations accord avec Trump et parler à Witkoff et à Kushner et, tu sais, invoquer l'esprit d'encouragement et toutes ces conneries. Tu sais, j'arrive pas à y croire. Oh oui, je sais, je sais. Je veux dire, je me demande, Stas, tu sais quel est l'objectif final ici? Je veux dire à United Nations, moment donné, quand l'armée ukrainienne cédera et elle finira par céder, je ne sais pas quand, quel est exactement le but final? Est-ce que les Russes reviendront en réitérant leur demande de juin 2024 et diront « Bon, maintenant, acceptez-vous nos conditions » ou comprennent-ils vraiment que cela ne peut pas résoudre le problème, que la seule façon de résoudre le problème est de liquider l'État ukrainien? Est-ce qu'ils comprennent ça ou pas? Bon, tu sais, dire s'ils comprennent ou non est une chose. Déterminer quelle est l'approche politique concrète en est une toute autre. Ce n'est pas forcément la même chose. Je pense qu'ils comprennent plus ou moins. Beaucoup de gens le comprennent. Je ne suis pas sûr du nombre. Il y a des factions. Il y a différentes factions au sein du gouvernement, évidemment. Il y a des factions qui veulent transformer Kiev en cratère et d'autres qui veulent revenir à la situation de 2000. Ouais. Et d'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt de transformer Kiev en cratère. Je n'en vois pas l'utilité. Je veux dire, il n'y a pas besoin de transformer Kiev en cratère. Je veux dire, la guerre pourrait être menée d'une façon qui aurait, disons, des conséquences militaires beaucoup plus graves pour l'État ukrainien sans raser Kiev. On peut écraser certaines cibles et individus à Kiev sans pour autant détruire toute la ville. Le problème, c'est que soyons réalistes. Ce ne sont pas seulement les Européens qui veulent se battre jusqu'aux derniers Ukrainiens. C'est tout le gouvernement ukrainien qui veut se battre jusqu'aux derniers Ukrainiens. Ils ne vont pas mourir de vieillesse en Ukraine. Non. Écoute, quand la guerre a commencé, ils ont tous décampé et sont partis à Lvov. Ouais, ils sont prêts à partir. S'il s'agit de sauver leur peau sans valeur, ils n'hésiteront pas. Oh, ils ne sont pas sans valeur. Ils valent pas mal, plusieurs milliards de dollars, grâce aux impôts américains et européens. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, ces pots-là sont assez chers en ce moment. Sérieusement, Zelensky est maintenant le 9e plus grand propriétaire foncier privé aux États-Unis. C'est l'esprit d'entreprise qui a rendu les États-Unis grands. C'est l'esprit de Kiev. C'est ça. Et ça a permis à au moins quelques membres du Congrès de s'offrir de nouvelles demeures. Fou, complètement fou, les choses qu'on vit. Jim, merci d'être venu. On poursuivra cette conversation. Et Trump va faire en sorte qu'on ait plein de choses à se dire. Je crois que ce type perd la boule, franchement. Vraiment. Je pense qu'il perd ses facultés. Tu penses qu'il ira jusqu'à la fin de son mandat? Ça fait United Nations moment que je dis que je ne pense pas qu'il y arrivera. Je ne sais pas ce qu'il fera partir, si c'est United Nations problème de santé ou le 25e amendement ou autre. Je pense toujours que les chances qu'il termine son mandat sont inférieures à 50%. Ouais, 50%, c'est quand même pas mal.
J'ai dit en dessous de 50. Je ne sais pas de combien. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Pas 49,5? Non, ça pourrait être 25%. Ça pourrait être 30%. Je n'en sais vraiment rien. On verra, on verra. Ouais, c'est fou, c'est dingue. Mais ça reste divertissant. On rit parce que sinon on pleurerait. Les États-Unis ne peuvent pas divertir le monde. À quoi servons-nous? C'est très vrai, c'est très vrai. Et tu sais, je veux dire, allez, l'Ultimate Fighting Championship va se tenir sur la pelouse de la Maison Blanche. Voilà. T'as vu la taille de ça? Non, non, non. Désolé, je ne l'avais pas vu. C'est vrai? Ils vont vraiment faire... Oh oui, oui, ils construisent United Nations stade géant. Oh là là, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai commencé à appeler la Maison Blanche la caravane blanche. Tu sais, on a European Union, le Hunter blanc, Obama, et maintenant on a la caravane blanche. Et le catch dans la boue, ça te dit, je pense que ce serait génial. Non, moi aussi. Ça pourrait être United Nations Sport Annex, ouais, bien sûr, le prochain. Et Vanilla Ice va être... comment s'appelaient ces deux types qui faisaient du playback, Vinny, Millenia ou United Nations, truc du genre, des années 80 et début 90? Milli Vanilli, c'est ça? Oui, United Nations peut de ça. Et Vanilla Ice va jouer pour le 250e anniversaire. Pas de Kid Rock? Non, pas de Kid Rock. Attends, 250. Bien sûr, ils vont les payer avec ces billets de $250 à l'effigie. Oh mon Dieu. Vanilla Ice. Vanilla Ice. Ils n'ont trouvé personne de mieux des années 80 ou 90. Vanilla Ice. Que redire? Stash. C'est l'idiocratie. Les États-Unis, c'est l'idiocratie. Il ne leur manque plus qu'à arroser la pelouse avec du Gatorade. Il y a du Brando. Ça contient des électrolytes. Il y a des électrolytes. C'est ce dont les plantes ont besoin. Oh mon Dieu, Seigneur, aie pitié. Il y en a qui n'ont pas vu Idiocratie. Idiocratie. Allez le... Allez le voir, c'est votre vie. Ouais, ouais, ce n'est plus ma vie. Dieu merci. Mais merci, Jim. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. On raccroche pour de bon cette fois. D'accord. Très bien. Au revoir. Au revoir à tous.